Bonjour, pour cette nouvelle leçon d'économie franche gestion, nous vous proposons de parler aujourd'hui de l'euro. Vous avez remarqué que ces derniers temps qu'on parlait d'un euro fort, d'un euro pas assez fort, on s'y perd un petit peu. Et j'ai demandé à Bernard Maris et à Nicolas Bouzou de nous aider à y voir plus clair. Et je me tourne vers Bernard, j'aimerais bien savoir comment l'euro peut-il s'apprécier compte tenu de la situation actuelle. D'abord parce que l'euro est demandé. Par exemple, les dettes publiques des États comme la France, comme l'Allemagne, sont libellées en euros et les investisseurs, les épargnants, ceux qui ont de l'argent à placer, les pays pétroliers par exemple, demandent beaucoup d'euros. Ça c'est la première raison. C'est-à-dire que l'euro est une monnaie qui est souhaitée. On aime bien placer son épargne en euros. Et la deuxième raison, c'est que la politique traditionnelle de la Banque Centrale Européenne, qui fabrique les euros, est plutôt une politique de rareté. C'est-à-dire qu'on ne met pas trop d'euros sur le marché. Contrairement à d'autres pays, comme les Anglais ou les Américains, et les Japonais maintenant, qui mettent beaucoup de yens sur le marché, eh bien, la Banque Centrale Européenne ne donne pas trop d'euros. Donc d'un côté, vous avez une demande qui est soutenue, parce qu'on pense que ces économies sont des économies fortes, que ce sont des démocraties, que ce sont des pays stables. Donc on a envie d'avoir ces économies placées en euros. On est sûr de l'euro, donc c'est très demandé. Et de l'autre côté, comme il n'y a pas beaucoup d'offres, eh bien, ce qui fait que l'euro a tendance à s'apprécier. D'accord. Donc si je comprends bien, si on voulait faire baisser l'euro comme certains le demandent, il faut démarrer la planche à billets, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? C'est très simple, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faudrait libeller de plus en plus de dettes en euros, faire en sorte que de plus en plus d'euros circulent dans l'économie mondiale. Alors c'est vrai qu'en ouvrant la planche à billets, ce que font les Japonais en ce moment, les Japonais sont en train d'ouvrir le robinet du yuan pour créer de l'inflation et pour faire baisser artificiellement leur monnaie parce qu'ils ont envie de soutenir leurs exportations. L'euro est plus généreux, la Banque Centrale Européenne est plus généreuse en euros depuis quelque temps, depuis la crise, c'est vrai, mais elle pourrait être encore beaucoup plus généreuse. Il y a un pays qui est extrêmement généreux sur sa monnaie parce qu'il ne veut pas que sa monnaie monte, c'est la Chine. La Chine veut que sa monnaie reste arrimée au dollar, au même niveau, donc chaque fois qu'il y a un dollar qui est créé, il y a un yuan qui est créé de façon à ce que le yuan ne bouge pas et ne s'apprécie pas. D'accord. Alors maintenant, je me tourne vers Nicolas. L'euro, alors est-ce que c'est bon pour nous? Peut-être d'abord la France, ensuite l'Europe. Est-ce qu'il est bon que l'euro soit à un certain niveau, c'est-à-dire faible ou plus fort? Comment est-ce qu'on peut apprécier la valeur de l'euro par rapport à nos intérêts français, par exemple, pour commencer? Alors, déjà, au risque d'être un tout petit peu technique, mais puisqu'on parle de monnaie surévaluée, sous-évaluée, je voudrais dire qu'on peut mesurer le fait pour une monnaie d'être surévaluée ou sous-évaluée. Et ce qu'on fait est en réalité très simple. On regarde le prix des biens entre deux zones. Par exemple, on va regarder le prix d'un bien aux États-Unis, on va regarder le prix du même bien, très exactement le même, en Europe. On compare le prix entre les deux. Et si vous faites ça entre un bien européen et un bien américain, vous apercevez que le ratio, il est de 1,15. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand on a un euro qui est supérieur à 1,15, eh bien, on crée un différentiel de prix qui est en défaveur des exportateurs européens. Donc, songez, aujourd'hui, on est à 1,35. Le bon taux de change, ce qu'on appelle dans notre langage la parité de pouvoir d'achat, est à 1,15 et on est à 1,35. Donc, on voit bien que l'euro est surévalué. Alors, Serge, pour répondre à votre question, les conséquences, elles sont bien évidemment néfastes, puisqu'on est dans une absence de croissance économique en France et quasiment dans l'ensemble de la zone euro. Et en plus, on a ce frein monétaire qui freine nos exportations et donc qui joue un rôle procyclique, c'est-à-dire qu'on accentue les difficultés. C'est pour ça que je suis vraiment ravi que le président de la République ait mis ce sujet sur la table en disant, ce qui est difficile à faire, mais en disant à tous nos partenaires européens, à nos partenaires de la zone euro plus exactement, que selon lui, l'euro était surévalué. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à régler le problème, mais c'est très juste et c'est handicap. Et je vais un peu plus loin. Quand vous regardez les chiffres de l'emploi industriel en France, par exemple, vous voyez que la France détruit des emplois industriels, malheureusement, depuis longtemps. Mais vous voyez que ce rythme s'est accru très fortement en 2001-2002, pile au moment où l'euro a commencé à atteindre des niveaux très élevés, c'est-à-dire de l'ordre de 1,30, 1,35. Donc vous voyez que cette surévaluation, elle a des conséquences négatives sur les exportations, sur l'industrie, et en bout de chaîne, elle a aussi des conséquences négatives sur l'emploi. C'est pour ça que c'est un énorme problème. Mais vous pensez, alors je ne sais pas qui me répondra, mais vous pensez que si l'euro baisse, il y aura un effet immédiat sur la courbe de l'emploi? Assez rapide, oui. En général, le fait qu'une monnaie se dévalue a un effet immédiat sur les exportations. Je pense qu'en termes sur les biens concurrentiels au niveau mondial, qui sont concurrentiels
par rapport au dollar, par exemple, les avions, par exemple, ça aura un effet très très net. Pour les Malgré Rafales, par exemple, on risque de vendre des Rafales à l'Inde. Comme le contrat sera libellé en dollars, il est évident que tout à coup, à ce moment-là, on va pouvoir vendre plus facilement ces avions. Oui, pour les avions, pour ce qui existe déjà, on va dire, dans la bonne technologie française. Oui, justement, parlons des voitures. Si on ferme des usines, comment est-ce qu'on peut redémarrer? Si l'euro baisse, on ferme des usines, j'imagine qu'on ne va pas les réouvrir tout de suite et réemployer les gens immédiatement. Mais vous avez raison, Serge, mais je peux retourner le problème en disant c'est aussi parce que l'euro était surévalué, c'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fermé des usines. Donc si vous voulez, on a déjà fait suffisamment de dégâts avec cette affaire d'euro surévalué. Comprenez-moi bien. On n'est pas en train de dire que l'euro fort est la seule source de nos difficultés, mais c'est l'une de nos difficultés. Il y en a d'autres, manque d'innovation, manque de compétitivité prix, etc. Et il y en a aussi qu'on ne retrouve pas en Allemagne. C'est pour ça que l'Allemagne, en fait, arrive à exporter avec un euro qui monte jusqu'à 1,45, alors que nous, les exportations cassent à 1,30, 1,35. Donc tous les pays dans la zone euro ne sont pas logés à la même enseigne. Mais il faut voir nos intérêts. Ce qu'on disait, il faut voir nos intérêts. Et pour la France, notre intérêt, c'est d'avoir un euro qui soit très inférieur à 1,30, 1,35. Alors, malgré l'incidence du prix de l'euro sur le pétrole, sur les matières premières, parce que certains disaient, bah oui, un euro fort, tant mieux pour nous, puisque on roule moins cher, en gros. C'est vrai. Alors c'est moins vrai pour la France, parce que la France a une relative autonomie en matière d'énergie, mais c'est vrai qu'on a une grosse facture énergétique. De ce côté-là, l'euro fort est un avantage. Mais l'un dans l'autre, si vous comparez à la fois entre importation et exportation, on est beaucoup plus pénalisé du côté des exportations. Et ce qu'on gagne du côté des importations, ça ne suffit pas à compenser la surévaluation de l'euro. Pour un pays comme l'Allemagne qui vend des machines, c'est-à-dire des produits qui sont indispensables aux autres pays, quel que soit le prix de la machine, il faut des machines pour faire tourner les usines, c'est moins grave, la surévaluation de l'euro, jusqu'à aujourd'hui, où les Japonais, qui sont les grands concurrents des Allemands en termes de machines, vont faire baisser leur monnaie pour conquérir des marchés que les Allemands vont perdre. Aujourd'hui, les Allemands ont très peur de la surévaluation de l'euro, alors que jusqu'ici, ils n'avaient pas peur. Alors, ça tombe très bien. Est-ce que ça irait vers une bonne nouvelle que Nicolas semble attendre? C'est-à-dire que si les Japonais lancent une guerre des monnaies, est-ce que les Allemands vont accepter de faire baisser l'euro? Puisque aujourd'hui, les Allemands refusent de faire baisser l'euro. Il y a une fenêtre de tir. Déjà, il y a une fenêtre de tir juridique, parce qu'on dit toujours c'est pas possible, c'est pas dans les statuts de la Banque Centrale Européenne, c'est faux, c'est tout à fait possible. Il faut, en revanche, que les ministres de l'économie donnent une consigne à la Banque Centrale Européenne. Mais juridiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Écoutez, moi je pense en économie que nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Allemands vont se rendre compte que ça pénalise leur croissance, qu'ils perdent des emplois industriels, je pense. Et puis, il faut aussi expliquer à nos amis allemands que nos destins sont liés, c'est-à-dire que l'intérêt de l'Allemagne, c'est pas d'avoir des pays d'Europe du Sud qui sont dans une immense difficulté et une France qui se désindustrialise. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle, si vous voulez. Donc on a tous intérêt à avoir des économies qui nous environnent, qui soient relativement dynamiques. Donc je crois qu'il faut faire cette pédagogie par rapport à l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne en réalité. Vous avez d'autres pays qui sont rétifs à l'intervention sur l'échange, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche. Donc il faut faire ce travail auprès de tous ces pays-là. Donc eux seront moins concernés, j'imagine, par la baisse de la monnaie japonaise. Bien sûr. Il faut voir que l'euro est surtout une monnaie de réserve. Et à ce titre-là, d'ailleurs, puisque c'est une monnaie de réserve, elle a tendance à se réévaluer. C'est comme l'or, c'est-à-dire des choses où on a vraiment envie de le garder de côté. C'est pas vraiment une monnaie de transaction comme le dollar. Et pour que l'euro devienne une monnaie de transaction, une véritable monnaie à part entière, il faudrait que l'Europe soit vraiment une unité politique, comme le sont les États-Unis, et que la monnaie puisse être manipulée, entre guillemets, en fonction de raisons politiques, par exemple la baisse du chômage. Si l'Europe affirmait son unité politique et le fait de vouloir faire diminuer le chômage, avec l'euro, à ce moment-là, on pourrait imaginer que l'euro ne soit plus seulement une monnaie de réserve pour le monde entier, mais aussi une monnaie de transaction, et qu'on commence à échanger, par exemple, des matières premières en euros, ce qui ne se fait pas pour l'instant, ça se fait en dollars, tout ça. Très bien. Bien, Bernard, Nicolas, merci de nous avoir apporté ces éclaircissements sur l'euro. J'espère qu'avec ça, nous serons un peu plus calés en économie. Merci, à bientôt.